Comme vous le savez, notre système solaire est vraiment immense. Et il nous faudrait une quantité de temps incalculable pour voyager avec un simple moteur de fusée. Mais il existe une vieille invention qui a été conçue il y a déjà un demi-siècle. Grâce à cette technologie, il est possible de réduire considérablement la durée du vol. C'est un moteur nucléaire. Voyons à quoi ressemblerait un voyage vers Mars avec un simple moteur chimique. Nous nous séparons de la Terre et atteignons l'orbite terrestre. Ensuite, nous allumons le moteur pour la manœuvre et partons dans la direction opposée au Soleil. La nouvelle trajectoire elliptique inhabituelle que nous suivons pendant 8 mois pour atteindre Mars s'appelle le transfert de Hohmann. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour se déplacer dans l'espace, utilisant un minimum de carburant et permettant de transporter une charge utile maximale. Les astronautes ont besoin de nourriture, d'eau et d'air. Pendant un long vol, ils sont exposés au rayonnement cosmique. Ajoutez à cela le voyage de retour. Au début des années 60, la NASA et le Conseil de l'énergie nucléaire ont inventé un système de propulsion nucléaire thermique, ou NTP. Les chercheurs ont réalisé un certain nombre de tests réussis de moteurs nucléaires thermiques, prouvant ainsi leur fonctionnalité. La troisième loi de Newton concerne l'action et la réaction égales et opposées. En conséquence, la fusée acquiert une vitesse dans la direction opposée à l'éjection des gaz. Le moteur nucléaire suit des principes similaires. L'hydrogène est acheminé du réservoir vers la zone active du réacteur où, en passant par les canaux chauffés par les réactions de fission nucléaire, il est porté à des températures élevées, puis expulsé par les tuyères, créant ainsi une poussée de réaction. La poussée est si grande que le rendement est 2,3 fois supérieur à celui d'un moteur fusée chimique. Un voyage avec un tel moteur prendrait 8 mois, tandis qu'un moteur fusée thermique nucléaire réduirait cette durée de moitié, rendant possible d'atteindre Mars en 3 mois. Et cela signifie que les astronautes auront besoin de moins de dépenses brûlantes potentielles et seront moins exposés au rayonnement. Et un autre avantage, avec un moteur fusée nucléaire, il serait possible de voyager de la Terre à Mars sans attendre que la planète rouge et la planète bleue soient au plus proches l'une de l'autre. Avec un moteur chimique, si on rate la fenêtre de lancement, il faut attendre jusqu'à 24 mois. Mais avec un moteur fusée nucléaire, il n'est pas nécessaire d'annuler le vol. Les premiers essais du moteur nucléaire ont commencé en 1955 dans le cadre du projet Rover au laboratoire de Los Alamos, dont la tâche principale était de réduire la taille du réacteur au point qu'il soit possible de l'intégrer dans un moteur fusée. La NASA a organisé l'atterrissage des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Apollo et prévoit de réaliser une mission vers Mars. En raison de la grande distance et du temps de vol, il a été décidé que les moteurs nucléaires rendraient ces voyages les plus réalistes. Bien sûr, les moteurs nucléaires présentent leurs propres dangers. Un réacteur à bord du vaisseau émet un rayonnement dangereux pouvant nuire à l'équipage, mais en réduisant le temps de vol, la dose d'exposition sera plus faible. L'espace est une source de radiation puissante capable de détruire l'ADN des astronautes. Le projet incluait aussi des technologies de fusée nucléaire pour envoyer des humains sur Mars. Dans les déserts du Nevada, on testait de puissants moteurs nucléaires qui expulsaient à grande vitesse un élément gazeux. La première transformation de Nerva a été testée pendant 2 heures, dont 28 minutes à pleine charge. Le moteur a été testé 28 fois pendant 115 minutes. Finalement, ils ont organisé des essais du réacteur nucléaire Phébus 2A, capable de produire 4000 MW pendant 14 minutes de fonctionnement. Tout était prêt pour le vol vers Mars, mais les États-Unis ont finalement renoncé. À la place, ils ont décidé de construire la navette spatiale. Depuis 1973, personne n'a testé de moteur nucléaire. Au fil des années, la technologie s'est améliorée et aujourd'hui la création de quelque chose de similaire semble encore plus réaliste. Parce que dans les années 60, le carburant utilisé était de l'uranium enrichi. Les ingénieurs pensent aujourd'hui qu'un simple combustible de centrale nucléaire suffirait. Il n'est pas dangereux et la liste des sites d'essai pour vérification est bien plus large. De plus,
il sera beaucoup plus facile d'isoler les particules radioactives à la sortie et de s'en débarrasser. Grâce à cela, il est possible de réduire le coût global du projet. Le 22 mai 2019, le Congrès des États-Unis a accordé 125 millions de dollars pour la création de moteurs nucléaires thermiques pour fusées. Mais cela n'a aucun rapport avec Artemis 2024 et le projet de la NASA visant à restaurer la planète. Le projet vise à élaborer un plan à long terme. Cette année, le projet a été lancé au Kazakhstan. Il y aura Artemis 2024 au Kazakhstan. Dans Artemis et Artemis cette année, avec des essais spatiaux et un calendrier pour les missions à venir. Mais justement, qu'en est-il des moteurs thermonucléaires ? Распад ядра – это метод применения атома, для которого необходим обогащенный уран. Впоследствии этого появляется ядовитый радиационный. Des déchets. Et qu'en est-il de la fusion thermonucléaire ? La réaction thermonucléaire du Soleil est due à la température très élevée de son noyau. Mettre en œuvre l'énergie thermonucléaire au service de l'humanité reste encore une tâche difficile pour l'humanité. Dans le cas où il serait impossible d'utiliser des réacteurs nucléaires de fusée, en particulier comme source d'énergie inépuisable, ils possèdent une poussée gigantesque. Il est probable que nous n'aurons pas à attendre des années pour cela. Les chercheurs de l'Institut de physique des plasmas de l'Université de Princeton étudient le concept DFD de propulsion par fusion directe. Leurs recherches reposent sur un réacteur thermonucléaire créé par Samuel Cohen en 2002, utilisant le principe de la configuration magnétique inversée. La réaction entre hélium-3 et deutérium a lieu dans un conteneur à confinement magnétique. En conséquence, nous consommons beaucoup moins d'énergie et nous avons également 10 fois moins de déchets radioactifs. Dans les moteurs nucléaires et thermonucléaires, le carburant est chauffé à une température très élevée et éjecté, créant ainsi une poussée. Ça fonctionne comme ça. On aligne un certain nombre d'aimants linéaires qui retardent le chauffage du plasma. Des antennes spéciales autour de la substance sont réglées sur une fréquence d'ions, générant ainsi un courant dans le plasma. L'activité des ions augmente les caractéristiques des atomes qui, en se combinant, forment de nouvelles particules. Ces particules se déplacent dans le champ magnétique jusqu'à ce que d'autres particules les rejoignent et qu'elles soient expulsées à travers les buses du moteur fusée. Au niveau théorique, un moteur fusée nucléaire peut garantir une poussée de 2,5 à 5 newtons par mégawatt de puissance et une impulsion spécifique de 10 000 secondes. À titre de comparaison, pour les moteurs nucléaires, cet indicateur est de 850 secondes et pour les moteurs chimiques de 450 secondes. Le DFD peut également produire de l'électricité pour l'appareil galactique loin du Soleil lorsque les panneaux solaires ne sont pas utilisés. Le DFD a la capacité de déplacer un objet de 10 000 tonnes vers Saturne en 2 ans, ou bien quelque chose d'une masse de 1000 tonnes vers Pluton en 4 ans. La station New Horizons a mis 10 ans pour cela. Le DFD, en plus de tout le reste, est un réacteur thermonucléaire d'une puissance de 1 MW et lors du voyage à travers l'espace, il a la capacité de fournir de l'énergie à tout l'équipement à bord. C'est bien plus que ce que fournissent les batteries nucléaires installées sur des engins de mission comme Voyager et New Horizons. Bien sûr, cela fait déjà plus de 10 ans que la NASA a effectué des essais de moteurs à propulsion nucléaire. Mais nous pensons que dans les années à venir, nous verrons de tout nouveaux développements et de nouveaux essais de systèmes intégrant ces technologies. Je suis incroyablement inspiré par le fait qu'avec ces technologies, nous augmentons nos chances de visiter d'autres planètes. À votre avis, quel budget faudrait-il pour devenir le premier touriste spatial sur Mars ? Des dollars. C'est avec cette somme, selon Elon Musk, que vous pourrez facilement quitter les limites de notre vaste planète. Mais savez-vous que vous avez la possibilité de voir les beautés de Mars et d'entendre à quoi elles ressemblent sans quitter la Terre ? Au cours des dernières années, l'humanité a fait un grand pas en avant. Au moment de la création de cette vidéo, il s'est écoulé un peu plus d'1 mois depuis que Persévérance a atterri à la surface de la planète rouge. Et les spécialistes de la NASA continuent de recevoir des informations de sa part. Le 17 mars, la NASA a publié un enregistrement audio réalisé le 7 mars à l'aide d'un microphone installé sur le rover et il dure pas moins de 16 minutes.
Nous avons déjà entendu le son du vent martien. Et maintenant, nous pouvons analyser le bruit que fait le rover lui-même lorsqu'il se déplace sur Mars, où il a parcouru un peu plus de 27 mètres. Et c'est vraiment très curieux, car en plus du grincement des chenilles du rover martien, l'enregistrement a également capté des bruits de coups et de petits tapotements très intéressants. Sur SoundCloud, 2 versions sont proposées, une complète et un extrait de 90 secondes où les bruits parasites ont été réduits par des filtres. Écoutez par vous-même. À quoi associez-vous ces coups? Ici, nous entendons le rover martien démarrer, suivi de coups métalliques. Des coups sont aussi audibles ailleurs dans l'enregistrement. Et à certains endroits, on entend un véritable vacarme. On dirait que des Martiens ont attaqué Persévérance et essayent de l'ouvrir, mais tout s'explique beaucoup plus simplement. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient l'image du rover martien, ne réalisent pas que les roues sont en métal. Quand vous roulez sur ces roues sur des pierres, c'est en fait très bruyant. A commenté Vandy Verma, ingénieur principal de la NASA en Californie du Sud et pilote de Persévérance. Pourquoi les enregistrements de Persévérance sont-ils si essentiels ? Persévérance est le premier rover à avoir réussi à enregistrer et transmettre des sons de Mars, car les tentatives précédentes avaient échoué. Des microphones avaient été installés sur le rover Mars Polar Lander qui s'est écrasé lors de son atterrissage sur la surface de Mars, ainsi que la station Phoenix, qui, malgré un atterrissage réussi, n'a pas pu enregistrer en raison de problèmes électroniques. Mais ce n'est pas tout. Les caméras du rover ont également capturé une véritable tornade de poussière martienne, que l'on appelle aussi des diables de poussière.
Nous ne connaissons pas sa vitesse ni sa hauteur, mais on sait que les tourbillons de poussière sur Mars peuvent atteindre jusqu'à 8 km de haut. La mécanique de leur formation est la même que sur Terre, et elle consiste en l'interaction de la surface chauffée par le Soleil avec des courants d'air froid et chaud au-dessus d'elle. Depuis l'espace, de tels tourbillons ressemblent à ceci. Impressionnant, n'est-ce pas? Pensez-vous que de tels phénomènes naturels sur Mars pourraient entraver la future colonisation? Écrivez votre avis dans les commentaires, mais revenons à Persévérance. Persévérance réalise déjà de véritables avancées, surpassant largement ses prédécesseurs. Et qui sait ce que nous verrons et entendrons lorsque les caméras du drone Ingenuity, qui est encore en train de se recharger, seront activées et qu'il commencera bientôt son survol de Mars. Que pensez-vous des armes nucléaires? Êtes-vous sûr que 99,9% des personnes interrogées répondront de manière extrêmement négative en disant que cela apporte la mort? Alors, peut-être que vous préféreriez un impact de comète ou d'astéroïde. Pour la plupart d'entre nous, cette perspective ne suscitera pas non plus d'enthousiasme. Mais dans l'univers, tout n'est pas si simple. Si pour les terriens une attaque de météorites menace de destruction, il existe des planètes pour lesquelles ces événements catastrophiques, au contraire, signifient la naissance de la vie. Par exemple, notre voisin poussiéreux Mars en fait partie. On peut se demander ce qui arriverait si la planète rouge était bombardée de bombes à hydrogène. Non, nous ne sommes pas devenus fous. Cette idée extravagante appartient à Elon Musk et à d'autres esprits progressistes qui cherchent activement un nouveau foyer pour l'humanité. On peut comprendre l'ingénieur américain, car la colonisation de Mars est le principal objectif du célèbre inventeur. Mais des ogives, c'est vraiment trop. Et pourtant, c'est précisément de cette manière qu'Elon espère redonner vie à la planète rouge. L'idée est simple, il est prévu de faire exploser plusieurs bombes à hydrogène au-dessus des calottes polaires de Mars. Cela réchauffera la glace présente à cet endroit, libérant du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ensuite, l'effet de serre rendra progressivement la température sur la planète bien plus confortable que les actuels 63 degrés Celsius. Et avec le temps, Mars deviendra une seconde Terre. Voilà le plan dans les grandes lignes, mais est-il réalisable ? Elon pense que Mars est plein de dioxyde de carbone, pas seulement au pôle. Par conséquent, en chauffant, il sera libéré partout à partir du sol de la planète perturbée. Mais les scientifiques ne sont pas du tout d'accord. C'est pour cela que nous ne voyons pas encore de brillantes explosions, ni la surface martienne vert-bleu à travers les télescopes. Le sujet de la colonisation de Mars est d'actualité depuis plusieurs années, mais ce n'est que récemment que les astrobiologistes et les physiciens ont commencé à présenter des scénarios de terraformation de la planète. Avant cela, personne n'enviait vraiment le sort des futurs colons. Qu'est-ce qui les attend sur cet astre froid ? Si les astronautes ont de la chance et ne meurent pas à cause des radiations cosmiques intenses ou des surcharges lors de l'atterrissage, et s'ils ne deviennent pas fous en chemin, alors une existence morne les attend, totalement isolée au milieu de terres désertiques. Un travail exténuant sur des bases autonomes pour cultiver de la nourriture dont la quantité sera strictement limitée, et une vie dans des hangars vitrés et des grottes éclairées par des sources de lumière artificielles. Et si un colon décide de découvrir le véritable monde martien, il devra enfiler une combinaison spatiale encombrante et sortir de son abri à ses risques et périls. Il est évident que la terraformation de la planète rouge faciliterait grandement la vie des colons terriens. Alors pourquoi n'avons-nous pas encore suivi l'idée de Musk et commencé à bombarder Mars ? En fait, l'effet pourrait être bien loin de ce que l'on attend. Mars perd son atmosphère depuis des millions d'années. Donc, la première chose à faire est de la recréer jusqu'à atteindre les paramètres terrestres. Il a été prouvé que la libération de dioxyde de carbone et de molécules d'eau provoquées par des explosions nucléaires à distance ne donnerait à l'atmosphère martienne que 7% de l'épaisseur qui entoure la Terre. La pression dans une telle atmosphère n'atteindrait que 7,1 kPa alors que les plantes ont besoin d'au moins 50 kPa pour se développer. Et si, au lieu des astronomes orthodoxes, Elon avait raison en affirmant que les sols martiens cachent d'importantes réserves de dioxyde de carbone, pas seulement au pôle. Même si c'est le cas, le processus de réchauffement de la planète prendra énormément de temps, ce qui retardera considérablement sa colonisation. De plus, nous oublions l'essentiel.
L'arme nucléaire est une chose très dangereuse, capable de tout détruire sur son passage. Et si certaines bombes atteignaient la surface de la planète rouge? Évidemment, elles lui causeraient de sérieux dégâts et la recouvriraient d'un épais manteau de radiation. Mars se transformerait instantanément en une sorte de Tchernobyl, devenant non seulement un désert sans vie, mais aussi empoisonné. C'est pourquoi les scientifiques de la NASA et d'autres agences spatiales ne partagent pas l'enthousiasme fanatique d'Elon Musk. De plus, en se basant sur les données des sondes orbitales Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Odyssey, ils estiment que la planète rouge ne peut pas être terraformée, c'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible de la rendre habitable. Le verdict était décevant, mais il n'est pas définitif, n'est-ce pas? Alors pourquoi le programme de colonisation Mars One a-t-il cessé d'exister en 2019? Quoi qu'il en soit, il reste encore quelques options pour bombarder Mars afin qu'au fil des siècles, il devienne un refuge pour les terriens. Bombardement par des astéroïdes. Cela implique une attaque contrôlée de la planète rouge par une multitude de météorites et de grosses comètes, ou bien l'écrasement sur Mars de l'un des satellites de Jupiter. L'effet serait similaire à des explosions de bombes nucléaires, mais sans contamination radioactive. Mais il y a aussi une faille dans ce schéma proposé. Il s'agit de destructions inévitables et de conséquences imprévues des impacts, pouvant aller jusqu'à modifier la rotation et l'orbite de l'objet. C'est pourquoi une telle méthode de terraformation nécessite une révision approfondie. Explosion de l'intérieur. Pour déclencher l'autogénération du champ magnétique de la planète rouge Mars, il faudra la bourrer de bombes de l'intérieur. Il est prévu de les placer près du noyau, et lorsque les charges exploseront, il est probable que le mécanisme de la dynamo magnéto-hydrodynamique se mette en marche. Mais pour que ce scénario fonctionne, une condition est nécessaire, un noyau externe liquide. Un verre atmosphérique. Ce nom exotique cache une étrange tentative de transformer Mars en une pâle imitation de la Terre. Les scientifiques particulièrement optimistes proposent d'approfondir la fissure déjà gigantesque de 11 à 60 km et d'y placer une charge thermonucléaire. La gravité concentrera dans la dépression les restes de l'atmosphère martienne, générant une pression permettant la respiration. C'est la méthode la plus inhabituelle parmi celles impliquant des explosions. En plus des bombardements, d'autres méthodes de terraformation de Mars ont été imaginées. Par exemple, pour créer les conditions nécessaires à l'apparition d'un champ magnétique, il n'est pas forcément nécessaire de faire exploser le noyau martien. Il suffit de poser un câble supraconducteur continu le long de l'équateur et de le connecter à une source d'énergie puissante. Ou installer un bouclier magnétique au point de Lagrange, protégeant la planète rouge du Soleil et favorisant la restauration naturelle de son atmosphère emportée par le vent stellaire. Mais la méthode la plus ingénieuse pour rendre un lieu habitable consiste à construire à sa surface une série d'installations industrielles provoquant un effet de serre et déclenchant une chaîne de terraformation. Mais au moins une partie de ces plans napoléoniens annoncés est-elle réalisable? Pour l'instant, ce ne sont que des expériences de pensée, trop coûteuses et énergivores pour devenir réalité. Cependant, les scientifiques n'en peuvent rien se tromper et Mars pourrait aussi bien fleurir que la Terre. Actuellement, les colons prennent des risques en quittant définitivement leur planète et en achetant un billet sans retour. L'humanité considère Mars comme la planète la plus adaptée à la colonisation. Mais il faudra vivre dans des modules spéciaux ou sous le sol martien. Le scénario le plus favorable serait une planète déjà habitable, avec une température confortable et une atmosphère adaptée. Bien que Mars se trouve dans la zone habitable, il est froid, radioactif et inadapté à la vie humaine. L'atmosphère de Mars s'échappe à cause de la faible gravité. Son effet de serre est si insignifiant qu'il n'a pas d'influence significative sur la température moyenne de la planète. Mais l'humanité dispose-t-elle de moyens pour changer cela d'une manière ou d'une autre? L'option la plus réalisable serait de faire exploser plusieurs bombes nucléaires de plusieurs mégatonnes sur Mars. Des milliers de tonnes de poussière soulevées dans l'air formeraient des nuages denses qui réfléchiraient une énorme quantité de chaleur solaire vers la planète. Vous allez dire que cela rendrait la surface de la planète radioactive. Mais il y a déjà un niveau élevé de rayonnement ionisant provenant du Soleil sur Mars, n'est-ce pas?
Cependant, la question la plus importante sera résolue, la température à la surface. Le coût des appareils et des modules qui n'auront pas besoin de protection contre le froid diminuera considérablement. Les nuages de poussière retiendront une quantité importante de photons solaires de fréquence gamma. La différence entre la radiation résiduelle des explosions et le rayonnement du Soleil réside dans le fait que l'énergie du Soleil arrive de façon continue, contrairement à celle des explosions. Le niveau de rayonnement radioactif diminuera de façon exponentielle. Par exemple, si 1 heure après l'explosion, le niveau de rayonnement ionisant est considéré comme étant à 100%, alors après 7 heures, il sera déjà à 10% et après 70 heures à 1%. Et après 700 heures, il sera à 0,1%. Mais qu'y a-t-il à étudier? Il vaut mieux regarder, n'est-ce pas? Ceci est Mars dans le simulateur spatial Universe Sandbox 2. Comme le jeu ne permet pas encore de réaliser des explosions nucléaires à la surface, j'ai simplement fait apparaître quelques astéroïdes près de la surface, et je les ai programmés pour exploser. Pour la précision de la simulation, j'ai placé Mars à une distance réaliste du Soleil afin qu'il ne perde pas sa température, et j'ai verrouillé les deux objets. Pour la rigueur de l'expérience. Nous mesurerons la puissance de l'explosion nucléaire sur une échelle où l'unité correspond à la puissance de la bombe d'Hiroshima. La bombe la plus puissante existant actuellement dans le monde est la Tsar Bomba. Elle a une puissance équivalente à environ 10 000 Hiroshima. Nous allons mener l'expérience avec différentes puissances d'explosion. La première expérience fera exploser à la surface de la planète rouge 5 engins de 100 000 Hiroshima chacun, soit 10 fois plus que la bombe la plus puissante sur Terre. La deuxième expérience impliquera 200 000 Hiroshima, la troisième 500 000 Hiroshima, puis nous utiliserons une force équivalente à 10 millions de bombes d'Hiroshima. Ce sera génial, toutes les explosions auront lieu à l'équateur de la planète. Sous-titres. Comme vous pouvez le voir, cela n'a pratiquement donné aucun résultat. Il faut mentionner que dans le simulateur, l'albédo des planètes dépend de nombreux paramètres, comme la couleur de la surface, celle et la densité de l'atmosphère, ou encore le matériau absorbant. Je ne peux même pas vous énumérer tous les paramètres que cette valeur influence dans ce programme. L'albédo désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière, selon la longueur d'onde. Oui, la lumière est à la fois onde et particule. Oui, la lumière c'est. Si vous mettez des lunettes de natation et qu'on vous demande pourquoi vous en avez besoin, vous pouvez répondre sans hésiter. Eh bien, la lumière, c'est une onde. Cela s'appelle la dualité onde-corpuscule. Donc, l'albédo existe, mais malheureusement, comme il n'y a pas de paramètres tels que la poussière soulevée de la surface dans les caractéristiques de la planète, notre simulateur ne pourra bien sûr pas en tenir compte. Mais il pourra considérer l'absorption différente de l'énergie que le champ gravitationnel de Mars peut retenir. Comme nous l'avons vu, la température maximale sur la planète a atteint 1200 degrés Celsius. C'est tout ce que j'ai pu observer. Il est clair qu'à l'explosion, la température à l'épicentre est bien plus élevée, mais cette phase est si courte que nous ne l'avons pas prise en compte.
Mais une vidéo n'est pas aussi intéressante sans un peu de spectacle, n'est-ce pas? En déclenchant une charge nucléaire de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à tout ce dont dispose la Terre. L'outil d'explosion du simulateur propose une option de calcul automatique de la puissance de l'explosion. Il prend la masse et calcule l'énergie de l'explosion avec la formule bien connue. E égale à mc au carré. Autrement dit, l'énergie est égale à la vitesse de la lumière au carré, multipliée par la masse. Prenons donc quelque chose de vraiment grand, histoire d'obtenir des résultats impressionnants. Par exemple, un objet cosmique de la taille de l'Europe. Oh, c'était génial! Mais quelle conclusion peut-on en tirer au final? Aucune explosion, aucun chauffage artificiel et rapide ne permettra d'obtenir une température normale sur Mars de manière naturelle. La méthode la moins coûteuse et la plus réalisable pour l'humanité à l'heure actuelle, c'est de creuser de profondes mines souterraines, plus près du noyau de la planète, parce qu'il y fait plus chaud, il n'y a pas de radiation et on peut y créer un écosystème fermé. La faible masse, le noyau qui ne tourne pas, l'absence de champ magnétique mettent un terme à toutes mes tentatives de rendre Mars habitable. Mais ce n'est qu'une simulation. Ce qui se passera en réalité, nous ne pourrons le savoir qu'en le vérifiant dans la réalité. En fait, l'humanité est depuis longtemps capable de réaliser de nombreux projets d'une telle envergure, comme l'installation d'une lentille de focalisation planétaire au point de Lagrange, la terraformation de Mars, des missions habitées là-bas, et bien d'autres choses encore. Mais étant donné que l'humanité continue de s'agiter de manière désunie dans ses différents pays, ne se préoccupant que de remplir son propre portefeuille, de défendre ses intérêts nationaux et d'autres préoccupations triviales, elle est tout simplement incapable de vivre en harmonie et d'atteindre ses sommets. Nous devrions prendre exemple sur la nature. Cellules et organes de notre corps vivent en harmonie et œuvrent pour le bien d'un individu. Si un jour on parvient à créer un tel organisme planétaire composé d'êtres humains, ce sera le plus grand pas dans l'histoire de l'humanité. En l'absence d'êtres différents de nous au-delà de notre planète, les gens cherchent ceux qui sont différents parmi leurs propres civilisations, nations, peuples, races, etc. Pour une nouvelle course à l'espace et la conquête de l'espace, nous avons tout simplement besoin d'une invasion extraterrestre. Mais peut-être que cela mérite d'être discuté dans une autre vidéo. J'espère vraiment que ce format vous a plu. C'est un peu différent de l'expérience que nous avons réalisée avec Alexandre Hubble auparavant, et cela devrait vous sembler plus familier. Sous cette vidéo, il y avait aussi des commentaires surpris concernant le fait que la voix de Hubble avait changé d'une manière étrange, ce qui, à son tour, nous a beaucoup étonnés. Après tout, il est évident qu'une autre voix appartient à une autre personne. C'est tout! Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne.